la vision stratégique qui sera le point d'orgue de ces premières assises. Les technologies innovantes bousculent, et j'ai envie de dire que c'est à peine un euphémisme, le quotidien médical. Ces technologies mettent à mal l'image même d'une profession qui se caractérise par un conservatisme aujourd'hui dépassé. Alors pour évoquer le monde des soins de santé, une mutation profonde annoncée, j'invite le professeur Philippe Cook, professeur et chef de service au CHU de Liège, à me rejoindre. Merci, bonne fin d'après-midi à tous et à toutes. Je ne suis pas transhumain, j'imagine que vous êtes fatigué également, moi je le suis. J'ai une petite présentation à vous faire, mais j'essaierai également de ramener des éléments qu'on a entendus durant la journée. Est-ce que j'ai un système qui me permet de commander les diapositives ? Ok, on a l'habitude de clamer dans notre système de santé publique que nous avons un système de santé publique qui est excellent. Est-ce que, si je contrôle par rapport à des rapports internationaux, est-ce que ça tient la route ? Alors moi je vous invite en effet à prendre connaissance de 4 chiffres, ce n'est pas difficile à retenir. Le premier chiffre est issu d'un rapport de l'OMS. 50% des actes que nous perpétrons dans le système de la santé publique aujourd'hui sont inutiles. Je souligne en gras, en italique, en bold, en gothique, en tout ce que vous voulez, inutiles. Comment pourrait-il en être autrement dans un système de santé publique où on valorise le nombre d'actes et non pas la qualité des actes ? Le deuxième chiffre est issu d'un rapport international de l'OCDE 2013. Quand on compare les différentes activités humaines, la palme d'or en matière d'inefficience, je parle bien d'inefficience, est octroyée à la santé publique. 42% du budget de Magui part directement à la poubelle. Des 24 milliards annoncés par Colin ce matin, 42% vont directement à la poubelle. Le troisième chiffre est issu d'un rapport international, Patient Safety America. Quand vous rentrez dans un hôpital aujourd'hui, il y a 10% de chances que vous en sortiez moins bien ou pas du tout. Et ça n'a rien à voir avec la maladie ou la raison pour laquelle vous rentrez à l'hôpital. C'est uniquement lié aux dommages iatrogènes. Ça correspond aux États-Unis à 5 crashs d'Airbus 320 par jour. Le quatrième chiffre est issu d'un rapport australien. 5% des diagnostics établis par les médecins sont totalement erronés. Si je traduis ça au niveau des États-Unis sur une base annuelle, ça correspond à 19 millions d'erreurs de diagnostic par an. Comment en est-on arrivé là ? On peut bien entendu, comme on entend au niveau politique, nous avons un bon système de santé, on peut le continuer, mais là j'aimerais utiliser la phrase d'Einstein, « Insanity is doing over and over again the same thing and expecting different results ». La raison profonde pourquoi nous sommes arrivés dans une gabegie, il n'y a pas d'autre terme, est liée au fait que nous manageons le système sans mesure ni données. Et en matière d'absence de données, il n'y a aucune obligation de données minimales et structurées. On se gargarise avec le dossier médical informatisé, c'est une vaste blague. Aussi longtemps qu'on n'a pas standardisé le dossier et obligé les médecins à rentrer des données structurées et minimales, c'est un coup dans l'eau. Deuxième point, dispersion des données, absence de dossier unique, manque de données essentielles, problème de qualité et validité des données. Et là, j'aimerais citer Joël Deronet, qui dit qu'aujourd'hui, il y a plus de données médicales sur Facebook que dans le dossier médical personnalisé. Et en France, on ironise, on parle du dossier médical perdu. Alors il est grand temps de se pencher sur la complexité de la validité et de la qualité de ces données. Et je pense qu'on peut raisonnablement les remettre en question. On se gargarise aujourd'hui dans le monde médical sur le concept de l'evidence-based medicine. J'ai fait il y a quelques mois, dans une réunion entre 3 pays, Allemagne, Pays-Bas et Belgique, un topo sur ce que je pense de l'evidence-based. Si on considère des études phares qui ont été publiées dans des journaux internationaux, si on soumet ces études phares à des observateurs indépendants qui refont l'analyse, dans 35% des cas, les conclusions de cette réanalyse ne sont pas conformes avec les données publiées, ou voire même à l'encontre de ces données publiées. Moins de 20% des actes que nous perpétrons en tant que médecins
est basée sur de l'évidence. On est arrivé dans une situation où le médecin doit agir avec un manque de données crasse, où il ne génère pas de données. Et comme il ne génère pas de données, on ne peut pas évaluer ni la qualité des soins, ni sa qualité professionnelle. On est donc dans un cercle vicieux. Il est grand temps de sortir de ce concept et d'évoluer de l'evidence-based medicine, entre guillemets, vers l'intelligence-based medicine. Donc il est grand temps d'avoir un accès aux données. Et en matière de données, en tant que médecin, ce qui m'intéresse, ce sont des paramètres physiologiques, ce sont des paramètres biologiques et des paramètres images. Ceux qui m'ont déjà entendu, il y a déjà, j'imagine, un certain nombre de personnes dans cette salle qui m'ont entendu, je fais régulièrement des conférences où je présente toute une flopée de technologies. À la fin du mois, je dois faire 3 conférences sur ce sujet d'1h30. Donc il y a matière à faire. Donc en matière de paramètres physiologiques, ici par exemple la cabine H4D. C'est une société française qui l'a développée, qui a installé ces cabines dans les déserts médicaux. Ces déserts médicaux n'existent pas que chez nos voisins, ils existent également chez nous. Et dans ces cabines, vous rentrez, vous êtes en connexion par vidéoconférence avec un médecin, et il y a un certain nombre de dispositifs technologiques qui permettent par exemple d'avoir un électrocardiogramme, d'une auscultation respiratoire. Quand j'entends les médecins qui me disent « mais je veux écouter moi-même », je rigole. On a fait une étude aux États-Unis avec des cardiologues. On a enregistré des troubles de rythme et on l'a envoyé à des cardiologues établis, pas des gens en formation. Dans 83% des cas, les cardiologues étaient incapables de reconnaître la dysrythmie. Donc il y a moyen de doter ces cabines avec un certain nombre de paramètres physiologiques et votre serviteur l'a essayé à Paris. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'après 2-3 minutes, on a complètement oublié qu'on est en téléconsultation. Et ce qui frappe également, c'est que dans cette interaction entre le soignant et le soigné, et pour une fois, et ce n'est pas coutume, le soignant regarde le soigné, puisqu'il est bien obligé de regarder son écran. Paramètres biologiques. Paramètres physiologiques, on peut les capter également avec divers capteurs. Il y a déjà les tatous électroniques, il y a en effet des capteurs qu'on peut positionner sur la peau, mais on va évoluer vers une prochaine génération de capteurs. Ce sont les capteurs implantables, les puces RFID. Il y a par exemple la société Senseonics. Et là, je vois un petit refroidissement dans la salle et j'ose imaginer que vous avez peur. Ben, sachez que la Belgique a été précurseur. Il y a 2 employés belges qui se sont fait implanter une puce RFID avec laquelle ils ouvrent la porte de l'entreprise et ils activent leur ordinateur. Ça a été suivi par une entreprise suédoise qui l'a fait pour ses 150 employés. Et plusieurs entreprises américaines y réfléchissent très sérieusement. Le DARPA, qui est le Defense Advanced Research Project Agency de l'armée américaine, développe des puces implantables qui mesurent des paramètres physiologiques de façon continue, qui envoient ces données vers un genre de rhéostat qui, en théorie et in fine, sera capable de réajuster le fonctionnement d'un certain nombre d'organes vitaux. Ça, c'est les paramètres physiologiques. On passe à un tout petit peu plus compliqué, les paramètres biologiques. Ici, 2 exemples. À gauche, l'applicatif de Abbott. C'est un système qui vous permet au chevet du malade de faire des analyses biologiques immédiatement. Vous avez le résultat tout de suite. À droite, vous avez un système qui est disponible pour les patients à domicile et qui est capable d'aller beaucoup plus loin dans la complexité de l'analyse puisqu'il permet de déterminer la présence ou non de cellules tumorales circulantes. La fameuse biopsie liquide qui est éprouvée maintenant en oncologie, elle est déjà possible en application au niveau domicile. Plus loin encore, on va de plus en plus être confronté à un tsunami de données qui nous provient de l'analyse génomique. Vous pouvez aujourd'hui prendre contact avec la société 23andMe aux États-Unis. Ils vous enverront une petite boîte. Dans cette boîte, il y a un genre de coton-tige. Vous allez prélever quelques cellules de la cavité buccale, le renvoyer aux États-Unis. Ils vont vous faire votre séquençage du génome en moins de 24 heures pour la modique somme de $250. Et vous aurez en prime le pharmacogénomique. On va déterminer la manière dont vous, personnellement, allez réagir à un traitement. Et comme c'est un principe d'abonnement, dès que les notions scientifiques évoluent, la mise à jour se fera automatiquement sur votre smartphone. Autre élément, c'est Ubiome. Ubiome est une société américaine qui va faire la même chose sur votre microbiome intestinal. On parle de plus en plus sur l'importance de microbiome intestinal, la flore intestinale, sur la genèse et l'évolution de certaines maladies. Ben, vous pouvez en effet aujourd'hui déjà prendre contact avec Ubiome pour avoir une analyse du microbiome intestinal.
Il n'est pas étonnant que le prédécesseur du fou que nous connaissons aujourd'hui, Donald Trump, mais donc son prédécesseur Obama, avait lancé le Precision Medicine Initiative. C'est une initiative américaine dans laquelle 1 million de citoyens vont être suivis après avoir fait l'analyse du génome, après avoir fait l'analyse du microbiome intestinal. Ils seront dotés de capteurs physiologiques et de capteurs environnementaux. Parce qu'on peut en effet se gargariser avec le concept du génome, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas à tout expliquer. Et je vous l'ai dit que ça devient extrêmement démocratique. En moins de 24 heures, pour moins de $100, vous pouvez obtenir un génome. Et le séquençage du génome se fera même au lit du malade. On en voit les prémices. Ici, l'exemple du Minion, qui est un tout petit système de séquençage qui a entre autres été utilisé dans la crise de l'Ebola. Donc on évolue clairement vers une démocratisation du génomique, une démocratisation également du microbiome, une démocratisation des capteurs physiologiques et donc une multitude de données. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on a tendance à scotomiser, c'est ce que les Anglais disent « Genetics loads the gun, environment pulls the trigger ». Il ne suffit pas en effet de s'intéresser à la cascade des omics. Il va aussi falloir s'intéresser à l'environnement. Et là, on rentre bien entendu dans d'autres considérations en matière de vie privée, parce qu'il est clair qu'une grande partie de la maladie, de la genèse de la maladie et de l'évolution de la maladie est également expliquée par les facteurs environnementaux. Il ne suffira pas d'avoir le génome, le protéome, le métabolome, tous les paramètres physiologiques. Il va falloir s'intéresser très sérieusement à ce que j'appelle moi habitomics, l'environnement. En matière d'imagerie, et certainement pour faire plaisir à mon ami Philippe, des révolutions sont en cours. Elles sont déjà en train de se concrétiser. Certaines spécialités médicales vont disparaître de la carte en grande partie, tout simplement parce que l'œil humain a des limites. Je raconte régulièrement l'histoire des pigeons, capables de diagnostiquer des microcalcifications bénignes et de les différencier de microcalcifications malignes sur des mammographies. Alors ce qui différencie le pigeon du radiologue, c'est que le pigeon l'apprend en 15 jours et qu'il est payé par des graines. Mais beaucoup plus sérieusement, la résolution visuelle de l'œil humain est de 500 pixels. La résolution visuelle du pigeon est de 5000 pixels. Et la résolution visuelle de l'intelligence artificielle est illimitée. Donc on en est arrivé à un système où, grâce à du machine learning et de l'intelligence artificielle derrière, beaucoup de tâches vont pouvoir être prises en charge de façon automatique. Donc on est devant un flux de données, paramètres physiologiques, paramètres biologiques, en ponctuel ou en continu, et paramètres images. Devant un tel flux de données, on a un sacré problème en matière d'interprétation. Il y a bien entendu la problématique de la qualité des données, la quantité des données, la vie privée, et je l'évoquerai à la fin, et puis l'analyse. Alors en matière d'analyse, on a vraiment un déluge de données. Et quand j'enseigne aux étudiants de médecine aujourd'hui, je leur dis le diagnostic ne sera plus de votre sort et le choix thérapeutique ne le sera plus non plus. Parce que si on réfléchit sur le mécanisme ou la mécanistique du diagnostic et du choix thérapeutique, c'est la résolution d'un algorithme. C'est une séquence mathématique dans laquelle on introduit un certain nombre de variables limitées parce que mon esprit est excessivement limité, certainement à la fin de la journée. Et à chacun de ces variables, je vais assigner un poids relatif. Comment vais-je faire dès le moment où j'aurai non pas 10, 100, 200, mais des milliers de données sur lesquelles je vais devoir me baser pour faire un choix thérapeutique, voire même faire un diagnostic initial. Et cette intelligence artificielle, elle est en train d'arriver. Elle arrive dans tous les domaines. À tel point qu'Obama avait dit pendant sa présidence qu'elle allait modifier totalement notre société humaine. Il est rejoint dans cette affirmation par le président de IBM, qui pense qu'à très court terme, dans le laps de temps de quelques années, la plupart des activités humaines vont être balayées par de l'intelligence artificielle. On en arrive à la prophétie de Ray Kurzweil sur le concept de la singularité. La singularité, c'est le point historique où finalement l'intelligence humaine sera balayée par l'intelligence artificielle. Et selon Ray Kurzweil, ce point de singularité sera atteint en 2029, c'est-à-dire demain. Et là, on est devant un sacré problème, parce que l'évolution de cette intelligence artificielle comporte des avantages indéniables, mais d'énormes dangers.
Et ce n'est pas pour rien que les grands pontes de la Silicon Valley, tels que Elon Musk, Ray Kurzweil, Mark Zuckerberg, parlent de plus en plus du concept de Open Artificial Intelligence. Ouvrir l'intelligence artificielle. Ils ont tellement peur que quelqu'un réussisse avant eux et qui balaie totalement devant la porte. Exemple typique de ces intelligences artificielles qui sont en train d'arriver à vitesse grand V, Watson for Oncology. C'est un produit d'IBM. Ce produit permet en effet d'enregistrer un certain nombre de dossiers de patients. Et quand je dis un certain nombre, ce sont des nombres faramineux. Ils ont commencé avec le mémorial et ils ont enregistré 37 000 dossiers de cancérologie par an. Aujourd'hui, ils collaborent avec des multitudes d'institutions. Quand vous avez en effet en face de vous un patient avec un cancer, vous allez tout simplement rentrer les paramètres dans Watson for Oncology, il va vous confirmer les diagnostics et il va vous dire le choix optimal en matière de traitement, c'est celui-là. Et quand on compare le choix thérapeutique qui est fait par Watson et celui des médecins, il y a concordance dans 99% des cas. Mais moi, je suis inquiet, parce que Watson for Oncology fait nettement mieux. Il rajoute 30% d'options thérapeutiques supplémentaires. Comment est-ce possible? Tout simplement parce qu'il est capable d'ingurgiter 800 millions de pages à la seconde d'informations médicales et de publications, et que contrairement aux étudiants de médecine et les médecins, il les retient. DeepMind et Google viennent de signer un contrat de collaboration avec le NHS, c'est le système de santé publique en Angleterre, et ils ont mis main basse sur plus de 1 million de dossiers médicaux. Le but avoué est très simple, c'est de lâcher la meute de machine learning et d'intelligence artificielle, établir des profils et arriver en effet à un système automatisé de diagnostic et de traitement. On a parlé en effet de l'assistance virtuelle de l'infirmière. Ici, c'est un système qui existe déjà depuis un certain temps au NHS, qui est aussi basé sur le concept du chatbot. Ça existe également pour les médecins. Le produit pour les médecins s'appelle Babylon. En Angleterre, si vous allez aux urgences, vous êtes mal parti. Vous risquez éventuellement de mourir avant d'avoir vu un médecin. Et donc, le concept est le suivant. On installe de l'intelligence artificielle qui est capable de gérer l'anamnèse et qui peut en effet modifier les questions en fonction des réponses données. Et donc, pour Bertalan Mesko, et si vous avez l'occasion d'aller voir sur son site, c'est vraiment un geek complet en matière de santé connectée, vous allez voir qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est vraiment le nouveau stéthoscope de la médecine. Alors, devant un tel flux de données, comment peut-on réagir? On peut réagir avec la mise en place de structures de type plateforme, et c'est une nécessité absolue. Quand on voit le nombre d'applications qui existent déjà, il y en a des centaines de milliers qui sont déjà sur le marché. Il est grand temps maintenant de créer des plateformes qui soient transversales, qui constituent des systèmes intégrés, acquisition des données dans des formats standardisés, stocker ces données, échanger les données, analyser les données, et bien entendu, se préoccuper de la sécurité de ces données et de la sauvegarde de ces données. Mais là, je crois que c'est un problème de culture. Il faut savoir que, par exemple, dans les pays scandinaves, quand vous êtes né dans un pays scandinave, vous acceptez que vos données soient stockées et utilisées à des fins de recherche. Si vous voulez sortir du système, c'est ce qu'on appelle le opting out, vous avez le droit de le faire, mais vous serez pénalisé, tout simplement parce que votre assurance maladie sera majorée. On est loin de la culture scandinave. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on réfléchit en termes de big data, et dans le big data, j'extrapole au-delà des simples données médicales, donc y compris les données environnementales, si on veut exploiter cette force-là, il va falloir changer le dogme sur la privatisation des données. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près plus de 180 000 tentatives de hacking par jour sur des dossiers médicaux. Il y a peu de temps, un hôpital à Miami a été hacké, et en fait, celui qui a hacké l'hôpital l'a mis à plat pendant une semaine. Les dossiers médicaux informatisés étaient inaccessibles, et je pense que c'était un gamin de 13 à 14 ans, parce qu'il a demandé une rançon de 10 000 $. Donc, on en arrive à la situation de la nécessité d'établir des plateformes, et quand on réfléchit en termes de plateformes, il y a une nouvelle technologie qui se met en place, qui existe déjà entre autres pour Bitcoin. Si vous avez suivi ce qui se passe avec Bitcoin, c'est la même. C'est la technologie du blockchain. Et l'avantage du blockchain, c'est que vous n'avez pas une structure centrale hiérarchique, mais que vous allez établir un réseau avec ce qu'on appelle des trusted users, des utilisateurs en qui vous pouvez avoir confiance, avec une traçabilité complète de l'échange des données. Donc le big data,
l'intelligence artificielle, les solutions plateformes et le blockchain, c'est définitivement un nouvel écosystème. Et dans ce nouvel écosystème, le mot-clé doit être KISS. Keep it simple and stupid. Ça doit être aussi facile d'accès que Facebook. On n'a jamais fait des tutoriels ou des fascicules de 20 pages pour expliquer aux gens comment accéder à Facebook. Ce doit être également le cas en matière de technologie innovante. Et là, pour ceux qui ont vraiment peur de la privacy des données, sachez clairement que la donnée individuelle, historiquement, avait peut-être de la valeur, mais que cette valeur intrinsèque de la donnée individuelle va rapidement disparaître et faire place à l'importance des données agrégées. Alors, je rejoins complètement le CEO de Bottomline Technologies qui dit « Standing is the fastest way of going backwards ». Et c'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Le secteur de santé publique est en train de se kodakiser. Vous connaissez l'histoire de Kodak. Quand la photographie numérique est arrivée, le CEO de Kodak n'y croyait pas. Quelques années plus tard, on ne parlait plus de Kodak. Les médecins n'y croient pas. Quelques années plus tard, on ne parlera plus de médecins. It's not a question of should business embrace digital transformation, but rather how will they if they haven't already. It's not a question of if, but when. Il faut le faire. Nous n'avons pas le choix. Parce que ce modèle-là permet en fait de passer d'un modèle historique, séculaire et moyenâgeux d'une médecine curative vers une médecine préventive, participative, personnalisée et le 4e P, aidez-moi, je fatigue. Prédictive, préventive, personnalisée et participative, j'ai trouvé. Deuxième point, en matière d'hospitalisation, et ça a été évoqué à maintes reprises, nous allons évoluer vers une réduction drastique des lits hospitaliers. Selon un rapport KCE en Belgique, nous avons déjà 10 000 lits de trop sans tenir compte de l'implémentation de ces nouvelles technologies. L'hôpital idéal aux États-Unis, on clame aujourd'hui que l'hôpital idéal est un hôpital constitué de 13 lits, uniquement des lits en aigu. Tout ce qui est chronique passerait à domicile. Et là, je suis très content de la dernière présentation, parce qu'on a évoqué un énorme problème et un énorme décalage. C'est l'écosystème que nous devons mettre en place et le manque total de vision au niveau des écoles de formation, des universités. On reste cloîtré dans un modèle d'enseignement qui est totalement dépassé. Je croisais des étudiants de 6e année de médecine qui allaient vers un examen intégré et qui pouvaient faire l'examen avec livre ouvert. Je leur dis, mais vous allez où avec votre valise DLC plein de livres? À l'examen. Et je dis, votre iPhone et votre tablette, vous n'y avez pas droit? Non. C'est complètement aberrant. Et je suis ravi d'entendre, en effet, que dans certaines sociétés, on a une attitude visionnaire en matière de formation. La réalité virtuelle, la réalité augmentée, les cours en ligne sont vraiment des solutions, un, pour former les gens, et également pour assurer une formation continue. Donc moi, j'ai peur comme vous, mais pas pour la même raison. Vous avez peut-être peur de ce qui arrive, moi j'ai peur qu'on n'y aille pas suffisamment rapidement. Je vous remercie.